Mesdames, Messieurs, chers amis, après vous avoir exposé ce que les documents épigraphiques permettaient de dire de la signification que pouvait avoir la restauration du collège des frères Arval, c'est-à-dire en regardant les inscriptions, les carrières, les profils sociaux et politiques des premiers Arval, ce qui était un peu dur, si vous voulez. Ce n'est pas une discipline absolument ludique, encore que nous avons examiné la question sous un autre angle, sous l'angle des sources littéraires. Je vous ai dit qu'aucune source littéraire ne nous parle des Arval, sauf des encyclopédies antiques qui les citent brièvement avec un petit mythe ou des choses comme ça, mais qui ne nous apprennent rien du tout sur le réel collège. Et nous avons étudié notamment un texte particulier qui s'offrait en quelque sorte ici à l'analyse, les Géorgiques de Virgile, un texte important parmi tous qui a été écrit à la même époque et dans le même contexte, dans le même camp, si vous voulez, dans le camp des Césariens en pleine guerre civile. Apparemment, l'interprétation que j'en avais donnée en 1975 et puis dans un cadre plus large en 1990 tient encore. On n'a pas changé de paradigme. À l'arrière-plan, donc, il y avait surtout la célébration de l'excellence du parti césarien et donc de celui d'Octavien, et d'Octavien lui-même. Le poème, comme les Arval, faisait partie de la célébration de l'excellence de celui qui connaît les lois de l'univers et s'y soumet, et les réformateurs, en quelque sorte, de cette confrérie, appliquaient ces mêmes qualités à Octavien et à ses frères qui célébraient ce culte agraire. Toujours dans le dossier des Arval, prenons un troisième aspect qui est toujours en partie ouvert et qui est celui du bois sacré de Deadia, où ils célébraient leur culte dans la banlieue de Rome. Qu'en est-il aujourd'hui de ce bois sacré ? Je vous ai fait rapidement visiter, il y a plus de 10 ans, ce lieu dans la banlieue de Rome, quand nous faisions ces promenades archéologiques à travers Rome, qui est situé donc à 8 km de la ville, du Pomerium de la ville. Vous voyez la ville de Rome avec ses murailles du IIIe siècle. Pomerium, c'est à peu près là. Et il y a une route, la Via Campana, qui mène à 8 km au 6e mille à cet endroit qui est le bois sacré de Deadia, où les Arval donc officiaient. Et sur cette route, il y a une série de mausolées qui regardent le Tibre, et c'est un endroit très, très exposé, très visible. Il y a quelques années, nous avons examiné également, globalement, la question de l'emplacement précis de ce lieu de culte sur le territoire romain et proposé de considérer qu'il faisait partie d'une restauration plus vaste, entreprise par Octavien, celle des limites de l'Ager Romanus, du territoire de la ville de Rome, qui constituait avec la ville la cité de Rome, qui avait depuis longtemps, frontière qui avait depuis très longtemps été dépassée. De cette manière, avons-nous conclu, Rome retrouvait tous les aspects d'une cité antique. Et c'était pour le moins étrange que la métropole du monde n'ait pas la figure de ce qui était à l'époque l'idéal de la structure politique, c'est-à-dire celle d'une cité. Pour célébrer l'exposition désormais permanente des inscriptions des frères Arval, dont vous en avez certains qui sont maintenant exposés au musée des Thermes de Dioclétien à Rome, dans le cloître Ludovisi, j'ai consacré l'an dernier, certains se le rappelleront, un séminaire avec mes collègues romains à tout ce que les récentes recherches concernant les inscriptions et le site nous ont apporté. Et je voudrais rappeler ici de façon synthétique de quelle manière ces recherches ont fait progresser et aussi modifier nos connaissances, puisque c'était un dossier ouvert depuis longtemps, 40 ans,
Et plusieurs fois, on était sur le point de le fermer quand de nouveaux éléments se sont ajoutés à notre dossier. Et dans un certain sens, c'est très bien que nous ayons suivi le mauvais exemple de la plupart des archéologues, c'est-à-dire de ne pas fermer et publier les dossiers qu'ils ont ouverts. Donc, dans certains cas, mauvaise conduite peut avoir des effets positifs. Je voudrais d'abord préciser, pour ceux qui sont familiers de la recherche archéologique, que les fouilles dont je parlerai brièvement maintenant ont eu lieu elles ont commencé il y a plus de 40 ans. Elles ne bénéficiaient pas des moyens financiers et des facilités que reçoivent les chantiers actuels. Il s'agissait de fouilles effectuées dans un quartier d'habitation. En gros, le secteur des fouilles, qui était très grand, impliquait tout cela. Et nous avons même fouillé dans cette parcelle, jusqu'ici, etc. Un quartier d'habitation. Donc, problème pour fouiller, n'est-ce pas? Déjà, problème diplomatique. J'ai réussi à ne pas me faire lyncher en dévastant les jardins, les routes, les caves et tout ce que vous voulez. Donc, ça s'est très bien passé, mais ce n'est pas simple. Vous voyez tout de suite que je n'avais aucun moyen de faire une fouille étendue, qui était le seul moyen de dépasser ce que nous avons réussi à faire. Puis, c'était des fouilles qui se déroulaient toujours pendant des périodes relativement courtes, même raison, n'est-ce pas? Vous laissez des jeunes gens de 28 ans venir dans votre jardin pendant un mois, mais après, ils déguerpissent et ils remettent les choses en état. Vous ne les laissez pas s'installer pour une année. Donc, toujours des périodes courtes, et puis l'argent était le nerf de la guerre, comme toujours, et il n'était pas immense, n'est-ce pas? Même dans des institutions publiques. Et puis, cela se faisait dans des conditions de terrain très difficiles. Les vestiges sont profondément enfouis. Voilà un exemple. C'est un trou qui déjà, ce que vous pouvez voir, fait plus de 3 mètres de profondeur, et il y a encore 1,5 mètre au-dessus, n'est-ce pas? Donc c'est très profond, ce qui d'un côté conserve bien, mais c'est aussi une condition difficile. Et puis, pour agrémenter le tout, sur une bonne partie du site, c'est comme cela que nous trouvions les sondages le matin. Ce qui fait que nous devions, pour la moitié des sondages, fouiller avec une pompe en permanence allumée. N'est-ce pas? Ce qui est difficile. En outre, nous ignorions tout du terrain quand nous sommes arrivés. Et pendant une partie importante de nos campagnes, nous avons dû creuser à la force des bras pour atteindre les niveaux antiques. Vous n'avez qu'à regarder ce que nous avons vidé, vous voyez l'exploit sportif. Tout cela à 4, 5, 6, parfois 7 mètres de profondeur. Ce trou-là, n'est-ce pas, avait 7 mètres quand nous sommes arrivés au bout et 9 mètres de long. Ce qui entraîne, aujourd'hui, on ne le laisserait plus fouiller comme cela, mais ce qui entraîne d'autres difficultés. Nous devions étayer les trous, les sondages, et c'était très difficile. Ces explorations, donc, pitié pour les fouilleurs et une certaine compréhension pour ce qui pourrait parfois paraître pour de l'amateurisme, puisqu'on dit pourquoi vous n'avez pas étendu, etc., la fouille. Non, c'était impossible. Ces explorations étaient contemporaines aussi, et heureusement pour nous, de l'évolution technique des fouilles archéologiques, et elles en ont progressivement bénéficié. En dépit de toutes ces difficultés, les résultats ne nous ont pas déçus. Nous n'étions pas une équipe de pointe, mais nous avons pleinement exploité les techniques du moment et obtenu tout à fait ce que nous voulions. Une première partie de l'enquête concernait un secteur encore inconnu du site, notamment quand je suis arrivé, et notamment un bâtiment appelé tétrastyle, le bâtiment aux 4 colonnes, ou Caesarium, sanctuaire des empereurs par les modernes, et qui s'est révélé être en fait un bâtiment thermal. Ce secteur-ci, quand nous sommes arrivés, était totalement inconnu. On ne savait pas ce qu'il y avait. Il y avait un plan du XIXe siècle qui montrait un cloître tout à fait fantastique, et ce cloître était en fait un bâtiment thermal que nous avons pu fouiller entièrement. Et vous avez ensuite en gris partout
les sondages que nous avons entrepris. Nous avons publié, fouillé et puis publié ce bâtiment que vous voyez entièrement avec son entrée, ces deux latrines, les pièces pour se déshabiller ici, et ensuite le bain froid et le bain tiède et les bains chauds et le secteur de chauffe, n'est-ce pas, des fours. Tout cela a été publié en 1987. Et nous travaillons actuellement à la mise au point du volume qui sera consacré à la topographie générale du site qui réunit tout ce que nous avons fait depuis 1975. Jusqu'à présent, donc après nos travaux des années 75 à 88 et puis 97 à 98, nous nous représentions le bois sacré de la manière suivante. Je vous ai montré les zones explorées. Nous imaginions qu'ici, il y avait une partie, nos fouilles, même ici, nous l'ont rapidement appris, récente, c'est-à-dire impériale, postérieure au début du premier siècle de notre ère. C'est la réforme augustéenne et les suites, c'est ici. Mais nous avions rapidement compris dès 1976 et 84 qu'ici, il y avait une zone plus ancienne du bois sacré. De la zone plus ancienne, là, nous avons, sans toucher le bâtiment que nous cherchions, qui était un temple de la déesse Fors Fortuna, le hasard, nous l'avons progressivement tâtonné, si vous voulez, nous l'avons touché et nous avons pu prouver où il était, qu'il était dans ce secteur. Vous voyez le plan général, vous l'avez ici, avec la rotonde et les thermes. Et nous avons vu que d'abord, il y avait un mur du début du 1er siècle avant Jésus-Christ qui passait dans un passage souterrain que déjà le chemin de fer avait détruit à l'époque, mais ils m'ont laissé relever ce qu'ils avaient détruit. Et dans ces restes, j'ai trouvé une antéfixe du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui correspondait parfaitement à ce que Tite-Live racontait quand il écrivait qu'au 6e mille de cette Via Campana, on a construit, après un triomphe, un certain Carvilius a construit un temple de Fors Fortuna. Et Ovide aussi rappelle les fêtes de la déesse. Donc c'est un lieu connu, bien fréquenté, notamment par les collèges d'artisans et de commerçants de Rome, qui ont laissé des inscriptions, des petites inscriptions votives. Et dans les fouilles, au cours des fouilles du XIXe siècle, on avait trouvé, vous avez ici la gare de l'endroit, et dans ce secteur, ils ont trouvé 4 inscriptions très claires à Fors Fortuna, mais rien d'autre. Nos propres fouilles, à un moment donné, le passage à niveau ici a été définitivement fermé, et la plaie de l'endroit, les archéologues se sont tout de suite fixés là. Nous avons fait un sondage et nous avons trouvé des ex-voto, des restes d'ex-voto du IIIe siècle, et aussi un 5e fragment d'une de ces inscriptions d'époque républicaine, donc 1er siècle avant Jésus-Christ, mettons, qui est relative à un collège et à Fors Fortuna. Et puis, en travaillant sur le dossier de la publication, nous avons repris les rapports de fouilles, qui étaient des lettres envoyées au ministère de la Culture papale dans les années 1865 à 71. Nous avons vu que lors d'un sondage fait en 1869, les fouilleurs ont trouvé ici un mur épais de 2 mètres, haut de 2,75 m, donc c'était une belle construction déjà, gros de 2,10 m, ce qui correspond en gros au volume de ces murs-là, républicains, et long de 17 mètres. Il est clair, pour moi comme pour l'architecte qui travaille avec moi, Henri Moise, que c'est un morceau du temple. C'est un bâtiment d'époque, c'est le bâtiment qui est relié à tout ça. Donc nous avons trouvé un temple de Fors Fortuna. Sans le voir, n'est-ce pas, c'est un chantier de ferrailleurs et difficile d'aller soulever ces carcasses de voitures.
mais il est actuellement fermé et nous commençons à avoir bon espoir. Ça, c'est la seule chose, l'une des deux choses que nous avons sûrement pu établir sans pouvoir le voir, sinon indirectement. La deuxième chose, c'est ce grand ensemble que je vais vous montrer. Donc, nous reconstruisions l'élément central. Donc là, vous avez ici la zone plus ancienne. Hein. Et ici, vous avez la rotonde qui était visible, c'est dans la cave d'un bâtiment actuel. Et dans l'axe, nous l'avions tout de suite compris, les thermes. C'est des bâtiments orientés l'un vers l'autre et construits à la même époque, au début du IIIe siècle de notre ère, vers 220-224 après Jésus-Christ. Nous avions tablé sur la symétrie de l'architecture impériale pour nous dire, certainement, ces bâtiments ne sont pas isolés dans la nature, il y a un lien, soit une route, soit quelque chose. Et en commençant à fouiller par ici, vous voyez, devant les thermes, en 76, puis 77, 79, nous avons vu qu'il y avait à ce temps, et puis des petits sondages là, nous avons joué un peu à bataille navale, comme quand nous étions jeunes, et nous avons trouvé qu'ici, il y avait un portique, une galerie, qui était doublée ici d'un certain nombre de pièces et qui donnait sur le balnéum. Donc on avait ici un portique en U, et en continuant les recherches au gré des disponibilités, nous avons vu qu'il y avait un grand mur qui remontait vers le nord, vers la rotonde, et qui était tout à fait parallèle à l'axe. Et en bas, ici, semblait contemporain. Il y avait un doute ici. Vous avez sur ce plan qui a 10 ans, nous mettions encore mur flavien, puisque nous avons les fondations de ce mur, et les fondations et les couches ne permettaient pas de dater clairement et de comprendre l'ensemble. En travaillant sur le temple circulaire pour la publication, il y avait toujours un problème pour ce temple parce qu'on le donnait avec un petit escalier ridicule, ce qui n'est pas possible pour un grand temple comme ça, d'autant plus que des objets que nous avons trouvés, qui sont des antéfixes qui se mettent en général en bout de la tuile couvrant les joints entre deux tuiles plates, de marbre dans ce cas-là. Là, c'était des palmettes, vous les avez vues peut-être tout à l'heure au musée. Eh bien, il était clair qu'il y avait un fastigium, les inscriptions nous le disent, un fait. Or, sur une rotonde où vous n'avez qu'une coupole, il n'y a pas de fait. Et on avait compris qu'il fallait chercher un pronaos. Et en lisant encore une fois sous cet angle les rapports de fouilles, nous avons trouvé que cette grosse plateforme sur laquelle est fondé ce temple avait une partie qui s'avançait vers le sud, toujours dans l'axe, et qui est vraiment vraisemblablement le support de ce grand escalier. Encore une fois, difficulté, n'est-ce pas? Vous avez ici une plateforme de basalte et de ciment. Il faudrait de la dynamite pour pénétrer, romain, qui interdisent toute fouille, n'est-ce pas? D'autant plus qu'ici, il y a un magasin, il y a une entrée de garage, il y a une route qui est une vraie autoroute, elle est très passante, donc c'est hors portée. Donc nous devons travailler comme cela. Et ça nous donnait pour le temple cette forme-là. Ce qui est conservé aujourd'hui, c'est le soubassement avec son énorme plateforme. C'est une rotonde qui a à peu près 25 mètres de diamètre, hein, style Panthéon, c'est tout à fait dans le genre. Et vous voyez, il y avait un escalier devant qui se combine parfaitement avec l'un des sondages que nous avons fait en 82, qui vous montre ici le niveau sévérien, parce que tout ça est sévérien, qui descend doucement vers les thermes, mais vous avez en dessous un niveau avec des lits de blocs de tuf qui sont le fondement du niveau augustéen. Donc le niveau augustéen passe sous ce temple, ce qui peut expliquer pourquoi nous ne l'avons pas trouvé de façon monumentale.
Ça, c'est un premier problème que nous avons résolu. Un deuxième problème est celui-là. En 1570, quand on a trouvé ces bustes d'empereurs couronnés d'épis que vous avez vus au musée, ils étaient dans un édifice qui avait une abside, ça c'est la seule chose qui est bien compréhensible, et il y avait des bases avec des inscriptions de telle ou telle date, et les empereurs représentés en frères Arval. Il y avait de cela un très mauvais dessin qui était inutilisable et que jusqu'à présent nous étions bloqués parce qu'on ne comprenait pas ce que c'était. Récemment, un de nos fouilleurs qui s'intéresse aux manuscrits a découvert dans un manuscrit d'un antiquaire du XVIe siècle, Chacon, qui avait vu ces découvertes de 1570, a donné ce plan-là qui explique la chose suivante. Ce bâtiment, d'après les inscriptions, est censé se trouver en bas de la pente, dans un espace qui est appelé une ou deux fois Caesarium, le sanctuaire des Césars, c'est-à-dire des empereurs divinisés, qui n'est pas dans le bois sacré, donc qui est ailleurs, et en général, ils vont dans cette partie pour se réunir, et notamment pour célébrer les banquets sacrificiels dans un espace appelé tétrastyle, tétrastulum. Tétrastyle, le bâtiment aux 4 colonnes. Et voilà, c'est simplement une halle couverte avec un certain nombre de soutiens pour les poutres et puis des grilles qui fermaient. Et là-dedans, on mettait des bancs ou des lits de table et des tables quand on prenait les banquets sacrificiels. On a trouvé donc désormais ce plan qui nous donne une première idée de ce que ça pouvait être et l'architecte a réfléchi et en partant de ce plan abstrait que je vous ai déjà montré une fois, n'est-ce pas, qui vous montre qu'en haut, il y a le bois sacré et le sanctuaire de Dea Dia, donc quelque part par là, et en bas, bon, il y a un autel devant le bois, inutile de le chercher, on ne le trouvera jamais, mais il y a en bas un cirque qui est près du Césarium et du tétrastyle, de pavillons, donc de pièces, de petites pièces où se retirent les arvals pour se changer quand ils vont notamment au bain. On circule entre tous ces bâtiments. Et nous avons compris que nous avions donc l'Aides Dei Diae, le sanctuaire de Dea Dia et son pronaos, puis quelque part ici, il doit y avoir des escaliers qui vont dans un grand espace de ce type, qui se trouve encore à une hauteur d'1,70 m par rapport au portique avec les pièces, dont quelques-unes sont attestées, mais vous n'avez qu'à... Ces pièces vont jusque-là. Elles sont 12 ou 13, comme si c'était vraiment fait exprès, parce que les arvals étaient 12, et ensuite vous alliez dans les thermes. Il y avait néanmoins un problème dans tout cela, puisque, j'y reviens tout de suite, nous ne savions pas très bien de quelle époque date ce mur. C'est là que nous étions, tout cela est sévérien. Cela aussi, ça c'est sévérien. Ce mur-là, nous n'avions pas vu, et celui-là, nous n'avons vu que les fondations, mais sans moyen de dater, parce que c'était une fouille compliquée, longue, mais trop courte pour s'attarder. Heureusement, les chemins de fer italiens, qui sont constants dans la volonté de faire des bêtises, ont fait un deuxième passage souterrain, mais cette fois-ci, le ver était dans le fruit et nous avons tout de suite porté plainte auprès de la surintendance il y a 3 ans. Et la surintendance aux Antiquités a fait un procès. Les chemins de fer ont accepté des sondages pour vérifier s'ils avaient détruit quelque chose. Bon, ils avaient détruit ici tout simplement le mur républicain que je vous ai montré, qu'ils avaient déjà détruit en 1976, plus ce mur-là. Et donc, ce qui a été très positif, c'est que par peur du procureur, ils nous ont permis de fouiller pendant 2 ans. Une jeune collègue, Vanessa Zuboli, a pu se libérer pour faire ses fouilles au nom de la surintendance aux Antiquités. Et elle a pu faire un sondage à l'endroit où nous avions déjà trouvé le mur. Voilà ce que nous avions trouvé, et nous l'avions trouvé aussi là.
elle a pu en dégager le double au moins, et surtout, elle a eu tous les moyens modernes à sa disposition, chose que nous n'avions que les muscles, n'est-ce pas? Et puis, elle a aussi eu la possibilité de fouiller au-delà du chemin de fer, de l'autre côté où nous avions déjà fait aussi ce sondage, qui nous a permis de voir ce niveau augustéen. Alors, les travaux sont en cours, je vous montre quelques idées. Vous voyez la profondeur de ce genre de travaux où on travaille en terrasse, et elle a pu aller aussi loin que possible jusqu'au terrain vierge. Et voilà ce fameux mur tel qu'il se présente dans sa partie. Vous voyez, c'est des fondations qui pointent dans ces couches profondes d'argile et de terre pour pas que cela glisse. Et puis malheureusement, c'est arasé là, ce qui fait que vous ne pouvez jamais voir le vrai mur. Et elle a pu surtout, puisqu'elle a pu fouiller longuement, tranquillement, montrer que c'est un mur sévérien comme tout le reste et qui a eu un énorme remplissage dans ce grand carré que vous avez déjà vu délimité par ce mur. De l'autre côté du chemin de fer, elle a pu trouver toute une série de niveaux qui sont en cours d'analyse, mais surtout ces mêmes couches qui risquent d'être les couches augustéennes, qui montrent que tout ça a été aménagé à l'époque d'Auguste déjà, de façon sérieuse, mais que malheureusement, nous n'avons toujours pas cela. Ce qui nous permet maintenant, à coup sûr, de dresser ce plan. Tout n'est pas clair parce que ça, on n'a jamais réussi. Vous voyez, nous, on est juste passé, ça c'était notre petit sondage, à côté de ce mur-là. Et elle, évidemment, elle n'avait pas non plus la possibilité de le voir à cause de la configuration du terrain. Mais pour l'instant, tout ça est sûr, parce que c'est clair que c'est symétrique, même si on n'a pas vu cela. J'ai aussi fait à l'époque un sondage à la pelle mécanique à travers ce grand rectangle. Il n'y a rien que les couches de remplissage sévériennes. Et voilà où on place ce césarium. Le césarium, ce serait cela, le tétrastyle, cela. On ne l'a pas vu, mais on pourra éventuellement un jour le voir avec un géoradar ou les formes actuelles qu'on utilise pour l'exploration géophysique, chose qui à l'époque existait mais n'était pas possible puisqu'ici il y a une ligne de haute tension du chemin de fer. Donc toutes les mesures étaient fausses, c'était impossible. Donc c'est un terrain vraiment qui vous provoque. Alors, ici, à cause de la configuration du lieu, il doit y avoir un mur, parce que nous savons qu'ici, il y a une rupture de pente dès l'Antiquité, et au-delà, jusqu'en haut, jusqu'au sommet de la colline, où il y a d'ailleurs une catacombe plus tardive, il n'y a rien. C'est du terrain vierge, nous l'avons vu, c'est le lit préhistorique du Tibre, il n'y a rien à chercher. Et en revanche, on doit imaginer qu'ici, il y avait un portique ou un mur ou quelque chose qu'on ne connaît pas, qui pouvait s'étendre dans les deux sens, mais pour l'instant, nous n'avons pas les moyens d'en savoir plus. Donc, le résultat, c'est que nous avons le deuxième grand résultat, donc temple archaïque 1, enfin archaïque républicain, temple de l'époque impériale avec un grand ensemble qui est temple, sans doute le bois sacré, peut-être ça aussi faisait partie du bois sacré, Caesarium avec tétrastyle, les pavillons des prêtres où ils s'habillaient pour les cérémonies et les thermes. Où est le reste? C'est ça la question qui a été révélée par ces nouvelles découvertes. Où est le reste? Parce que nous avons des inscriptions, vous les avez vues, depuis 21 avant Jésus-Christ, et même un calendrier qui date de 38 à 28 avant Jésus-Christ. Où est le reste? Le seul problème donc résolu est celui de Fors Fortuna et le côté populaire de la zone, parce qu'on venait en foule à cette fête, le 24 juin, et il est certain qu'Octavien a utilisé la popularité du lieu pour drainer du public qui venait faire un bon banquet, d'autant plus qu'il y avait des courses de chevaux, des courses de chars. Et le cirque est vraisemblablement par ici. C'était
comme le cirque du Vatican, un cirque avec des levées de terre et juste quelques parties construites. Où est le reste? Bon, le bois sacré julio-claudien, parce qu'il s'agit de celui-là, et celui des Flaviens. Les inscriptions attestent l'existence des deux bois sacrés, des deux aménagements. Sous les julio-claudiens, il y a un temple, il y a un cirque, on le sait. Depuis les Flaviens, il est même question d'autres édifices, comme le Césarium avec son tétrastyle. Mais où se trouve-t-il? Ce vocabulaire est toujours utilisé pendant 2 siècles après les Flaviens, c'est-à-dire entre Trajan et Gordien III, entre 100 et 240. On parle toujours de la descente vers le tétrastyle, etc. Mais manifestement, tout avait été reconstruit. Mais il y a une sorte de conservatisme dans le vocabulaire qui nous rend difficile le raisonnement. C'est-à-dire, est-ce qu'à l'époque flavienne, il y avait ici, quelque part, un césarium? Parce qu'on sait qu'on va vers en bas pour aller au césarium, et c'est devant le bois sacré. Donc, nous en sommes là. Il se peut qu'il y ait des choses par ici aussi. Le temple flavien et le temple julio-claudien pouvaient se trouver sous cette grosse plateforme qui se trouve ici. Et vous avez vu qu'elle était placée vraiment dessus. C'est là que nous en sommes actuellement, et je doute qu'à part un cataclysme, nous ne puissions pas aller beaucoup plus loin. C'est là que les nouvelles recherches que nous avons faites en détachant les inscriptions de cette confrérie qui sont si précieuses pour les exposer de façon permanente au musée des Thermes de Dioclétien, nous avons pu faire des observations plus précises que ce que nous avions pu faire avant, quand elles étaient serties dans du mortier dans une arrière-salle du musée. Nous avons vu que ces inscriptions, considérées de façon matérielle, ces plaques qui étaient fixées sur des murs. Donc on construit un mur en briques ou en pierre et on fixe dessus un plaquis de marbre, et puis un jour, on écrit au fur et à mesure les procès-verbaux. Eh bien, quand on les observe bien, on décèle plusieurs particularités. Par exemple, je passe sur l'une de celles qui se produit vers la fin du IIe siècle, vers 180 après Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de place disponible. Et les prêtres utilisaient même des tables ou des bancs en marbre pour mettre leurs procès-verbaux. Et c'est juste avant la reconstruction. Et là, ils ont de nouveau dû dégager de la place, puisqu'on n'a plus de problème. On voit que les inscriptions se succèdent de nouveau normalement, alors qu'auparavant, entre 180 et mettons 220, on utilise souvent les plaques flaviennes notamment pour construire en bas et inscrire en bas sur environ 1 mètre 90 cm resté libre. Le sculpteur se couchait et il inscrivait le procès-verbal sur ces plaques-là. Bon, je passe sur cela, ça ne nous intéresse pas ici. Mais nous avons trouvé 2 éléments très intéressants. D'abord, à l'époque de Néron, nous avons une séquence d'inscriptions de 55 à 67 et dont la partie inférieure est perdue. Sans doute, ce sont des plaques blanches où il n'y avait rien, où il y avait des textes que nous n'avons plus. Et vous voyez comment, à partir de ce qui est conservé, nous avons refait l'ensemble de la plaque, qui était comme ça, le mur à recouvrir. Nous avons trouvé des inscriptions qui délimitaient des sommets de niches ou des portes. Donc il y avait un mur quelque part qui n'est certainement pas sous le temple sévérien que vous avez vu, puisque toutes ces inscriptions, depuis le début, sont en très bon état. Elles n'ont jamais été démontées ou réemployées par les Flaviens, par les Antonins. Elles ont toujours été visibles. Donc, tout cela est intact pendant 3 siècles. Sous un portique, on ne sait pas. Alors là, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est l'entrée d'une cour?
Est-ce que c'est l'entrée du bois sacré? Est-ce qu'on ne peut que fantasmer? Nous n'avons pas le bâtiment, nous avons son fantôme. Et c'est pire pour les Flaviens, parce que quand on prend l'époque flavienne, on a des plaques qui ont à peu près toute la même hauteur, autour d'1,90 m environ, et à peu près les mêmes largeurs. Vous voyez, ça va entre 55 et 62 cm. Ça n'a pas été voulu, c'est les maçons qui montaient les plaques qu'ils avaient. Si on avait une qui était abîmée, ils la raccourcissaient un peu, pas de problème. C'est le revêtement d'un mur. Et vous voyez que ça se suit. Banalement, il y en a certains qui manquent, mais on peut continuer parce qu'ici, il y a un événement important sur cette plaque-là de 81 qui est bien conservée, porte sur son épaisseur le reste de l'inscription de l'année 80. C'est-à-dire ici, on a écrit sur la tranche de la plaque qui faisait un angle droit avec elle. Donc vous avez là un mur de 740 cm, 7,40 m, qui a été utilisé comme support de ces inscriptions. Et puis ici, ça tourne à angle droit. Et vous avez de nouveau 8,40 m de parois avec les plaques qui se succèdent. Et ici, vous avez même une ouverture, une porte vraisemblablement, ou une niche, peu importe. Et ici, de nouveau, à l'angle, là, on lit des restes de caractères sur la tranche de cette plaque-là, qui montre que, de nouveau, vous avez un angle droit. Et si vous montez tout cela, vous voyez que vous avez le fantôme d'un bâtiment d'environ 8,40 m de large et de 7,40 m, 7,60 m, 70 m. Il peut y avoir quelques plaques encore là. Et on se demande si on n'a pas là le mur, le soubassement soit d'un espace vide avec une entrée ici, soit même un temple rectangulaire, le temple de Deadia, qui sait, avec son escalier qui devrait regarder la pente vers le sud, vers les thermes, et qui se trouverait soit sous la grosse rotonde actuelle, soit encore ailleurs. Donc voilà ce que nous avons pu reconstruire, si vous voulez, à cette époque. Donc vous constatez en tout cas que les connaissances ont évolué depuis nos premières fouilles grâce à des recherches nouvelles, enfin rendues possibles par la réexposition des inscriptions des Arvales et sur place par les fouilles de contrôle suscitées par des destructions dues au chemin de fer italien. Nous terminerons sur ce chapitre de recherche qui a occupé une partie importante de mes travaux depuis plus de 40 ans en regardant de près un exemple des protocoles eux-mêmes, et je prendrai pour ce faire les protocoles du Principat de l'empereur Claude, qui a été empereur entre 41 et 54 après Jésus-Christ. Et je partirai de cette documentation pour essayer de décrire ses activités dans le domaine religieux, ce qui me permettra d'ailleurs de revenir sur trois autres enquêtes qui concernent précisément, enfin sur d'autres enquêtes qui concernent précisément des initiatives religieuses prises par cet empereur. Et aussi, je vous ai dit que je fermais aussi des dossiers. Il y a 3 dossiers ouverts sur tout cela qu'il y a 40 ans, 30 ans, j'ai écartés, mais je n'ai jamais perdu du temps à en parler. Et là, je vais en parler et les fermer. Donc, commençons par notre ami Claude. Il y a quelques années, quand nous parlions du culte dit des empereurs, j'ai relevé ici que lorsqu'on consulte les sources directes qui rendent compte des cérémonies religieuses, par exemple, ou même de la vie politique, des principats de monstres et tyrans, suivant la définition habituellement appliquée à Caligula, Néron, Domitien, ou plus d'un siècle plus tard, Élagabal, par exemple, on n'aperçoit aucune trace de ces agissements qui définissent traditionnellement le tyran.
j'avais pris comme illustration ce que les protocoles annuels des Arval disent sur ces empereurs. À l'exception d'un seul cas, c'est-à-dire le retour victorieux effectué par Néron en 59, une fois victorieusement déjoué en Campanie le prétendu complot de sa mère Agrippine, en fait après avoir fait assassiner sa mère, et qui est attesté par des actions de grâce offertes par les Arval pour l'heureuse conclusion de ce complot, eh bien, nous n'avons rien trouvé. Il n'y a rien d'autre dans les procès-verbaux. Pourtant, vous avez vu, c'est une belle série quand même. Je voudrais appliquer la même démarche à un empereur plus pacifique, moins décrié, Claude, qui souffre simplement d'une réputation d'original un peu empoté, qui avait donné quelques soucis à ses parents et grands-parents, Auguste notamment, et qu'ils évitaient pour cette raison de trop mettre en avant en public. On le mettait toujours par derrière pour qu'il n'y avait pas de photographe à l'époque, mais il y avait les Romains qui regardaient pour qu'on le voie le moins possible, et surtout qu'il se taise. Un original, donc, dont Sénèque, ou le pseudo-Sénèque, a tracé un portrait satirique inoubliable dans la métamorphose en citrouille du divin Claude, que je vous en ai parlé brièvement aussi quand nous parlions du culte impérial, et je vous engage à lire cela, c'est délicieux. C'est du niveau de Charlie Hebdo. Un homme manifestement inhibé, qui avait des problèmes d'élocution, il braillait comme un âne, d'après Sénèque, qui avait une passion pour l'érudition, mais qui n'était pas pour autant un monstre, juste un homme faible, manipulable, notamment en face des femmes, et surtout quand la belle et terrible Agrippine, la mère de Néron, jeta son dévolu sur lui, après les scandales suscités par sa première épouse, dont le nom est devenu célèbre et même un titre professionnel, Messaline, vous savez comment elle agissait. Mais ce n'est pas exactement ce dont je veux vous parler. La première question, donc je vous parlerai maintenant de ce qu'il a fait comme prince, si on regarde froidement ses documents. La première question qui nous ramène aux Arval pose le problème de la valeur à accorder aux sources, ou celui de la nature des interprétations que nous en faisons. À propos de l'accusation de complot portée contre Poppaea Sabina, la mère de la femme de Néron, que nous appelons Poppée, qui était liée à un adultère, Tacite raconte ainsi comment le Sénat fut convoqué pour entendre les acteurs de l'affaire, ça se passe sous Claude, notamment deux chevaliers qu'un certain Suilius avait accordé d'avoir prêté leur maison à Mnester et Poppaea pour leurs ébats. Le motif de cette réunion du Sénat, de cette intervention, était un songe qu'avait fait l'un des deux chevaliers et dans lequel il avait cru voir Claude, la tête ceinte d'une couronne d'épis renversée. Une image que le chevalier avait interprétée comme pronostiquant une famine, ce qui, à Rome, ville d'1 million d'habitants à l'époque, était quelque chose de très dangereux et de très grave. Quand j'ai lu cette phrase, je me suis évidemment demandé, il y a 30 ans, si ce n'était pas la statue de Claude en frère Arval qui était en cause. La référence m'intéressait d'autant plus que le passage de Tacite qui en parle aurait été, dans ce cas-là, la seule mention indirecte de la confrérie Arval faite par un historien romain. Mais j'ai été amené pour plusieurs raisons à conclure que ce n'était pas le cas. Il y a d'abord le fait que les Arval ne portaient jamais la couronne d'épis à l'extérieur du lieu de culte suburbain de la confrérie. Ils la mettent dans le tétrastyle, vous savez maintenant de quoi je parle, pour monter vers le bois sacré où ils font le sacrifice. Et après, ils redescendent et ils l'enlèvent. Et ils ne l'emmènent pas à Rome. À Rome, ils ne la mettent jamais. Ce n'est donc pas une statue de Claude en Arval à Rome, en plus, qui pouvait en être la cause. En outre, la couronne d'épis seule ne permet pas d'identifier la charge Arval. C'est en fait la tête voilée et une couronne nouée avec des bandelettes
qui constituent la tenue rituelle des Arvals à leur bois sacré. Voilà l'Antonin du musée du Louvre à gauche, et voilà le même monsieur Antonin sans tout cet attirail, le voilà en frère Arval. Ce n'est pas simplement une couronne d'épis, hein, c'est la tête voilée, etc. Deuxièmement, un deuxième exemple, Marc Aurèle, qui est au British Museum, même tenue, et vous avez le portrait contemporain de Marc Aurèle sans son attirail. Je vous montre ces exemples que ceux qui ont été au séminaire ont aussi vus, et Cécile Evers les a commentés en mai dernier. C'est pour cette raison que l'Auguste du Vatican, avec une couronne d'épis que j'avais eu, comme tout le monde, l'imprudence de reproduire dans mon livre de 1975, n'est pas un Arval. Il y a déjà un certain nombre de problèmes concernant la restauration moderne de la tête et de la couronne qui jettent la suspicion sur le buste. Mais il faudrait aussi admettre, avant de le qualifier comme une représentation d'Auguste en Arval, que les coutumes n'étaient pas les mêmes sous Auguste et par exemple sous les Flaviens quand Pline l'Ancien définit la tenue de l'Arval comme je l'ai fait, c'est-à-dire la tête voilée, une couronne nouée avec des bandelettes blanches. On n'a rien de tel ici. Et puis, vous avez aussi vu comment Antonin et Marc Aurèle sont représentés. On ne sait pas ce que c'est. On a aussi dit que ça pouvait être un signe de son initiation au culte, au mystère de Déméter à Éleusis. Mais je vous dis, la restauration est si problématique qu'il vaut mieux se condamner au silence. La couronne d'épis des Arvals, la couronne d'épis seule, qui semble seule en cause avec l'histoire de Claude, se référerait plutôt à Cérès. Sur les monnaies républicaines qui la représentent, par exemple sur ce revers d'un denier de Junius Brutus Albinus, vous l'avez ici, simplement comme cela, et ou sur les auréis de Musidius Longus, et sur ces monnaies, la couronne se rapporte, comme l'a souligné Michael Crawford dans son corpus des monnaies républicaines, elle se rapporte plutôt à des distributions de blé, à l'édilité, la fonction de l'édile, celui qui s'occupe du ravitaillement et des distributions, ou à la célébration des jeux de Cérès, qui étaient l'apanage des édiles, de ces magistrats. Et vous voyez aussi sur l'Aurelius de Musidius comment Cérès porte cette couronne, les épis pointés vers le haut, comme c'est le cas aussi sur cette monnaie, sur ce denier de Caesianus. Vous voyez comment Cérès porte la monnaie, et ici le revers explicite la référence à l'agriculture, aux récoltes. Ça veut dire bonne récolte, bonne distribution, le ravitaillement en blé est assuré, notamment quand les épis sont tournés vers le haut. Imaginez la même Cérès, les épis tournés vers le bas, il ne faut pas être grand iconologue pour comprendre que cela veut dire le contraire, le manque de céréales, donc une famine possible. Dans le rêve du chevalier, Claude aurait donc été représenté comme Cérès, et non comme Arval, mais avec la couronne inversée. D'ailleurs, à l'exception d'une monnaie de Galien, ce qui nous mènerait trop loin, on ne va pas en parler, puisque la monnaie est réputée et est vraisemblablement fausse, aucun empereur n'est représenté couronné d'épis de blé. Il n'y a aucune monnaie, aucun monument, autre que ceux que j'ai montrés, où on voit un empereur couronné de blé à Rome ou dans un contexte général, à part mes têtes de frères Arval et cette tête d'Auguste dont on ne peut malheureusement rien faire. Cette impression est encore renforcée par la deuxième interprétation du rêve des chevaliers qui convient de lire aussi. Quelques-uns ont rapporté que la couronne qu'il avait vue était faite de pampres blanchissant. Donc il y avait aussi une autre interprétation.
et que l'accusé en avait conclu que le prince mourrait au déclin de l'automne, au moment des vendanges. Un point qui n'est pas douteux, c'est qu'un songe, quel qu'il fût, causa sa perte et celle de son frère. Donc, on dit qu'ils ont fait courir des prophéties fausses. Un songe peut avoir valeur de prophétie et donc faire dire des choses que d'un côté, il y aura une famine, de l'autre côté, le prince va disparaître en automne. C'est très dangereux quand on a le statut social de ces deux messieurs. Fonder une thèse très précise sur ce songe me paraît donc audacieux, et il vaut mieux abandonner ce texte qui aurait pu ajouter à ce que nous savons des Arvales une référence très heureuse à l'Anon, au ravitaillement. Mais il faut tirer un trait, je crois. Une autre couronne d'épis pose aussi depuis de longues années un problème. Elle figure sur 2 ou 3 bases de support de trépieds ou de tumiateria, d'encensoirs monumentaux, qui sont conservés au Louvre, au musée du Capitole et à la Villa Médicis. Voilà les photos. La première montre un personnage, donc vous voyez 3 faces, hein. Un personnage habillé à la grecque, et non pas avec la toge, la tête voilée quand il sacrifie. Il sacrifie manifestement dans le feu d'un autel qui brûle, qui est posé sur une base. Il est en métal, vraisemblablement, parce qu'il a des pieds en métal. Enfin, on peut gloser là-dessus. Il a la tête découverte, de part et d'autre de laurier, qui renvoie bien sûr à Apollon, qui a un rapport avec le laurier, mais également aux 2 lauriers qui furent plantés à la fin des guerres civiles devant la maison d'Auguste pour l'honorer, pour renvoyer à son patron pendant la guerre civile. La confirmation qu'il s'agit d'une allusion au culte d'Apollon, ici, est fournie par la 2e scène qui montre un trépied, le trépied de Delphes, hein, sur lequel repose l'omphalos, le nombril de la terre apollinien, et sur cet omphalos se tient une sorte de volatile que l'on identifie à un corbeau, autre allusion aux dieux. Enfin, sur le 3e côté de l'autel, on découvre, et c'est cela qui m'interpellait, une couronne d'épis nouée par des bandelettes, là on commence à s'approcher, bordée des 2 côtés par des candélabres faits d'épis de blé, alors que sur la scène précédente, c'est aussi 2 lauriers qui entourent la scène. Sur le haut de la couronne est posé un oiseau, normalement dit un aigle. De quoi s'agit-il ? Les descriptions de ces monuments sont en général incomplètes ou erronées. Dans son célèbre livre « Auguste et le pouvoir des images », Paul Zanck identifie le sacrifiant à un quindecemvir, sacris faciundis, en raison des symboles apolliniens. Les 15 hommes chargés des livres sibyllins et des rites à célébrer étaient effectivement ceux qui conservaient et consultaient les livres sibyllins, l'oracle officiel de l'État romain, et qui célébraient aussi en tenue grecque, souvent, les rites prescrits. Donc ça, c'est inattaquable, c'est tout à fait juste. Emilio Rodriguez Almeida il reprend ça, mais il confond l'omphalos avec une offrande qui serait posée sur le trépied. Zancker ne dit rien à ce propos. Almeida décrit bizarrement la couronne qui nous intéresse comme une couronne de chêne aux épis. Je ne sais pas ce que ça doit être, mais moi je ne vois qu'une couronne d'épis. Il n'y a pas de feuilles de chêne. Il a pensé symbole augustéen, et Auguste avait aussi eu fixé sur sa maison une couronne civique de feuilles de chêne, c'est-à-dire pour avoir sauvé les citoyens au cours de la guerre civile. C'est assez ironique, mais c'est comme ça. Donc s'il n'y avait que la couronne ici, je choisirais sans aucun problème l'allusion à des Arvales. Ça pourrait être une maison où il y avait un trépied de ce type, ou plusieurs,
qui faisait allusion aux deux prêtrises du maître de maison. Il y avait parmi les premiers Arval des gens qui étaient Queen Decemvir et Arval. Ce n'est pas impossible. Elles correspondent tout à fait à ce que dit Pline sur la colonne, la couronne, la spicea corona, la couronne d'épi, qui est liée avec une bandelette blanche. L'aigle lui-même, alors cet oiseau, ce volatile qui est au-dessus et qu'on identifie généralement à un aigle, pourrait éventuellement renvoyer à l'étymologie qui est celle de Dea Dia, puisque Dia est littéralement la céleste. Et donc l'aigle évoquerait le firmament vers où Dea Dia exerce son pouvoir. Mais la difficulté réside dans la nature de cette base. Nous savons que l'une des bases a été trouvée à proximité de la Piazza dell'Emporio, au pied du côté sud-ouest de l'Aventin, dans un ensemble, dans un sanctuaire de carrefour. On l'avait vu, ce carrefour, il y a une dizaine d'années. Et comme le suppose Rodriguez Almeida, tout à fait justement, cet encensoir, ou comment vous l'appelez, Tumaterion, faisait vraisemblablement partie de cet ensemble cultuel public. Dans ce cas, on ne voit pas pourquoi les décors de la base contiendraient une allusion aux Arval, qui n'ont alors là rien à faire à cet endroit. La référence à Apollon, en revanche, est plus facile à expliquer. C'était, depuis la guerre civile, la divinité protectrice d'Auguste. Et on trouve souvent dans les sanctuaires de Carrefour des dédicaces à Apollon. Et il y a même plus. Le compitum en question, donc vous avez la salle de réunion, et puis le petit sanctuaire, et on a trouvé dans cet ensemble, outre notre base, deux inscriptions à Apollon Auguste et une autre à Diane, c'est-à-dire les deux divinités du temple du Palatin. Latone, la troisième, leur mère, qui était aussi dans ce temple, n'est jamais évoquée dans les quartiers, etc. C'est toujours le frère et la sœur, qui d'ailleurs ont soutenu Octavien dans deux grandes victoires maritimes. Il y a aussi Mercure, Auguste, qui est lié lui aussi à Auguste. Donc ce n'est pas un objet privé. On ne verrait pas pourquoi on ferait allusion sans inscription à deux prêtrises de quelqu'un, mais quand on le voit, sinon il faut une inscription, il faut dire M. Tartampion, qui a été Queen Decemvir et Arval, a offert ce Tumaterion au compitum de cet endroit. Ça existe, hein. Il ne met rien. Donc si on ne met rien sur la base, que les images, tout le monde comprend. Si vous la mettez dans une maison privée, tout le monde comprend. Mais en public, on ne comprend plus. Donc, la seule chose qu'on peut comprendre, c'est Apollon. Et effectivement, si on reprend la couronne d'épis, on peut aussi la mettre en relation avec l'abondance agricole apportée par le soutien des dieux augustéens, et peut-être même avec un épisode des relations du corbeau avec Apollon, tel que le raconte Élien. Et il faut, dans ce cas-là, identifier notre poulet là, à un corbeau. Mais la qualité de la sculpture est telle, allez au Louvre, essayez de voir ce que vous pouvez voir. Il n'est pas sûr du tout qu'il s'agisse d'un aigle. Enfin, c'est très bizarre. Tout au long, alors dans Élien, dans la personnalité des animaux, nous rappelle toute cette histoire. Tout au long de l'été, le corbeau est affligé d'une soif qui le consume. Et d'après ce qu'on dit, il pousse des cris qui témoignent de son supplice. L'explication qu'on en donne est la suivante. Puis vient un petit mythe étiologique. Apollon l'avait envoyé, puisqu'il était à son service, ça on le sait, pour chercher de l'eau. Il tomba sur un champ de blé luxuriant, mais encore vert, et il attendit que la moisson sèche, dans l'intention d'en picorer les graines, sans tenir compte de sa mission. C'est en raison de ce manquement qu'à l'époque la plus sèche de l'année, sa punition est de mourir de soif. Le corbeau, on dit que c'est un oiseau sacré, et l'on raconte qu'il fait partie de la suite d'Apollon. C'est pour cela qu'on s'accorde aussi à reconnaître au corbeau une valeur comme signe prophétique. Et vous voyez de nouveau l'association des Queen Decemvir à tout cela.
Donc il est très possible que nous soyons plutôt en relation avec Apollon, le temple du Palatin, le dieu des livres prophétiques romains, les livres sibyllins, et son mythe. Ce serait joli de pouvoir rapprocher ça de Dea Dia, d'autant plus que Dea Dia est la déesse qui fait passer les moissons de l'état encore verdoyant vers la moisson sèche, mais malheureusement, je crois qu'il faut jeter l'éponge et considérer que nous sommes dans un carrefour, un sanctuaire de carrefour, et que comme on l'attend à Rome, il y a Apollon et même souvent sa sœur, et que ces trépieds, qui tous répètent le même motif, sont une allusion claire au dieu du Palatin et à rien d'autre. Voilà. Je ne veux pas... Si je peux encore terminer sur le rêve qui avait fait apparaître Claude couronné à l'envers d'une couronne d'épis, me fournit l'occasion aussi, et je le ferai la prochaine fois, de revenir sur un autre document qu'il y a 30 ans, j'avais écarté du dossier, et qui concerne encore, pas Octavien, mais Octave, le tout jeune Octave, avant même qu'il ne soit triumvir, et qui met encore une fois en relation, qui pourrait mettre en relation une histoire et le bois sacré dont nous avons parlé. Nous en parlerons la prochaine fois. Je vous remercie.